Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les faits marquants de la semaine, la 11e édition du programme Gouvernement La Caillou s'est organisée ce samedi dans la ville de Côte-de-Fer, dans le sud-est du pays. Les membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour recueillir les doléances de la population locale. Des manifestations ponctuées de scènes de violence ont secoué la ville de Petit-Goâve cette semaine. Au moins 2 personnes ont été blessées par balle et 8 arrestations effectuées. Un mouvement de protestation du Front mixte pour la libération qui vise le départ de Sandra Jules à la tête de la municipalité. Tenu ce jeudi à Pétionville de la 4e édition du dialogue binational de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine, les relations commerciales étaient au centre des discussions auxquelles ont participé des entrepreneurs des 2 pays. Et puis vers la construction de 42 micro-parcs industriels à travers le pays, le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé 2 protocoles d'accord à cet effet avec le Fonds de développement industriel et l'UCL BP ce vendredi. 23 décisions pour contrer toute éventuelle apparition d'Ebola dans la région Caraïbe-Amérique latine. Elles ont été adoptées lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'ALBA sur Ebola lundi, La Havane, auquel a participé une délégation haïtienne dirigée par le président Michel Martelly. À l'étranger, une série de fusillades dans la ville d'Ottawa, au Canada, mercredi. Un tireur a été abattu dans le Parlement canadien et un autre blessé. Un agent de sécurité a été blessé par balle. Voilà pour les titres. À tout de suite. Qui est à spécial promotion top up Natcom là, sorti mardi pour le jeudi, depuis yon moun lot bot le recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir rechargement en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relayer 100 000 lot bot pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, hologramme sous les caps changé couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le président Michel-Joseph Martelly a coprésidé avec le Premier ministre Laurent Lamotte la 11e édition du programme Gouvernement La Caillou ce samedi à Côte-de-Fer. Au cours de cet événement, l'administration Martelly-Lamotte prendra des mesures concrètes visant l'amélioration des conditions de vie des populations de Côte-de-Fer et ses environs, lit-on dans un communiqué du Bureau de communication de la primature. Le programme Gouvernement La Caillou constitue une véritable plateforme de dialogue social et de proximité avec les communautés, une importante innovation dans l'implication des citoyens dans la gouvernance publique, rappelle le communiqué. Il faut souligner que la délégation gouvernementale est arrivée ce vendredi à Côte-de-Fer. Autre point de l'actualité, les consultations politiques initiées par le chef de l'État en vue de résoudre la crise politique ont repris jeudi dernier. Michel Martelly s'est entretenu au palais présidentiel avec le leader du parti politique Rama Haïti, Jean Resséan. Le notaire était accompagné de ses conseillers Anne-Marie Issa et Camille Leblanc. À l'issue de la rencontre, Jean Resséan a résumé la proposition formulée par son équipe. Suivez ses explications au micro de Jasper Denis. La proposition que nous avons, c'est résumée en 4 points. 1. Le président reste en place. Et 2. Il y a un conseil d'État qui va le constituer avec les 10 sénateurs restants. 2.
2 représentants du groupe des 6, 2 représentants du groupe des 5 et 2 représentants de chacun des blocs dans le Parlement, dans la Chambre des députés. Et puis, dans l'article 289, là, dans l'esprit, pour choisir les 10 autres mondes qui vont faire un conseil d'État de 30 mondes. Bon, il y a une opportunité pour le président d'analyser, étant de l'autre son de cloche, que son de cloche, le monde qui est dans l'environnement immédiat. Et moi, il est très ouvert, il est tandem et nous discuter sur lui. Donc, j'espère que ça va permettre qu'il fasse une meilleure synthèse de toutes les propositions et sortir avec véritablement la formule qui est capable de permettre que le pays a passé en année 2015, côté tout le monde retrouvé, et que tout le monde a confiance, côté élection qu'a fait dans de meilleures conditions, et même avec un gouvernement qui a géré, que tout le monde se sentit très bien avec le gouvernement ça. Et le Premier ministre, évidemment. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose, ces consultations. C'est une bonne chose aussi que le président a anticipé, a travaillé, contemplé. Il y a un vrai compromis pour que le pays n'a pas traversé des moments difficiles que nous-mêmes nous sentons pas venir. Alors que la crise politique perdure, le sénateur Andriss Richer invite ses collègues sénateurs de groupes de l'opposition, le groupe 6, proche du pouvoir en place, le groupe des 5 et alliés, au dépassement. Le vice-président du Sénat propose que les sénateurs se réunissent au cours de la période précédant le deuxième lundi de janvier 2015 afin de statuer sur plusieurs documents en souffrance au Sénat. Andriss Richer au micro de Kenson Lazare et Yvan Saïd. Le travail d'un sénateur, c'est de se pointer le lundi et le vendredi pour travailler en commission et mardi, mercredi, jeudi pour travailler en séance. C'est le rôle d'un sénateur, ça va un autre rôle encore pour le jouer. Et l'autre rôle, reste qui était là, il se met au service de ses mandants à travers le pays. Alors, maintenant, effectivement, hier, nous avions dit, moi j'ai suggéré au président pour que le groupe 6, ça fait 6 sénateurs, le groupe 5 qui se réclame proche du gouvernement, ça t'a fait 11 sénateurs, le bureau t'a réuni, ça fait nous au moins 17 sénateurs pour nous faire un effort pour nous faire réaliser des séances avant la fin de l'année pour nous voyer des trois lois qui en souffrance aller. Mais cependant, j'ai dit que aussi que moi même pas d'accord pour nous venir là seulement pour nous voyer loi aller qui en souffrance, qui fait plaisir à un groupe ou à un autre. Mais j'ai dit aussi que quand la patrie est en danger, quand il y a des difficultés qui se présentent devant la nation, si des gens se réclament mandatés par la population, ils doivent assumer leurs responsabilités. Commémoration ce 24 octobre de la Journée internationale des Nations Unies. Occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de rappeler l'une des principales missions de l'Organisation des Nations Unies, qui est de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et d'ouvrir la voie d'un avenir meilleur. Parallèlement, dans un communiqué publié vendredi, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en profite pour réaffirmer son soutien à Haïti dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme, la santé publique, l'assainissement et les idéaux démocratiques. La MINUSTAH plaide en faveur de solutions durables aux situations de vulnérabilité chronique en Haïti, telles que la pauvreté urbaine et les inégalités sociales et économiques. La mission invite les acteurs politiques haïtiens à la concertation en vue de trouver dans les meilleurs délais un compromis pour la réalisation d'élections libres, équitables, inclusives et transparentes pouvant garantir la stabilité et le développement d'Haïti. Le président Michel-Joseph Martelly a reçu jeudi au Palais national les lettres de créance des ambassadeurs du Canada pour la Cadrel, de la Colombie Roberto Garcia Marquez, du Qatar Kamis Al-Sarouiti et de Namibie Jerobeam Sharika, le nouveau responsable de la diplomatie canadienne en Haïti. Madame Paula Caldwell-Saint-Onge a rappelé les excellentes relations que son pays a toujours entretenues avec Haïti. Nos liens historiques sont très étroits, chaleureux et bâtis sur une proximité géographique et une langue commune, a-t-elle rappelé. Madame Saint-Onge a également promis de fructueux échanges politiques, culturels et commerciaux dans plusieurs secteurs clés. Parlons justice à présent. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, n'a pas répondu à l'invitation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat de la République jeudi dernier. La séance de travail a été reportée au 28 octobre sur demande
du commandant en chef de la police haïtienne, le président de la commission, Pierre Fanky-Exeus, quoique Godson Aurelius devrait faire preuve de plus de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions. Rappelons que le DG de l'institution policière, l'inspecteur général en chef de la PNH, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale devrait s'expliquer sur le comportement des agents de la police face aux manifestations de l'opposition, notamment celle du 17 octobre dernier. Mais entre-temps, le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, en conférence de presse jeudi dernier, a rapporté des précisions sur le comportement vis-à-vis des manifestants de l'opposition le 17 octobre dernier. Le responsable de la DDO qualifie de professionnelle l'intervention des agents de l'ordre le 17 octobre pour disperser une manifestation de l'opposition au moyen de gaz lacrymogène. Par ailleurs, M. Paraison, pour justifier les interventions policières, dit avoir noté un vice de forme dans le document de notification des organisateurs de la manifestation. Selon lui, la police a été notifiée moins de 48 heures avant la manifestation et que les organisateurs n'avaient pas mis leurs coordonnées qui auraient permis de les contacter pour définir le parcours et la durée de la manifestation. André Jonas Vladimir Paraison au micro de Ludmilla Marc. Vous trouvez la police très professionnelle dans le comportement de raison simple, je prends un simple exemple avec vous, preuve à l'appui, je là avec moi. Il y a des requêtes qui viennent pour manifestation. Ils présentent sous forme groupe ou intéressé à écrit la police pour dire la police, moi je veux manifester dans telle époque. Mais qui vont manifester, mais dans quelles conditions vont manifester, qui moun moyen, etc. Il remplit toutes conditions légales. Et puis il dit, nous voulons manifester tel jour, de telle heure à telle heure. Moi je demande pour assurer sécurité, espace ça, y compris moi-même qui utiliser là, de tel moment à tel moment. Je ne sais pas si c'est possible pour nous tous, pour nous faire une prise sur ça. Oui, j'en ai présenté. Manifestation 17 octobre, là, pas de gain. Nous tous étant l'élite, il y a une conférence de presse qui est faite, et nous avons Gary qui est fait pour te dire que, mais qui ça, l'autorité a décidé, dans le domaine de sécurité, il y a un timing de 2 heures de temps, 10 heures à midi, qui t'a passé sur presque toute radio et télévision dans la capitale. À midi, jusqu'à minute, ça, pas de jambe de aucun casse. Chaque fois que vous déborder 4 que nous-mêmes nous mettons, nous prenons des dispositions pour ranger, refixer dans la fourchette de sécurité que nous devons. C'est pour la suite, midi, fin passé, bon, midi 30, nous tendons une excursion qui fait sortir en de caravelle, arriver sous Naz. Le temps pour nous dépêcher éléments qui là pour sécurité, qui déjà avisé pour n'importe ça qui est pour journée pour intervenir, nous venons vite machine qui a crasé. Toujours au chapitre de manifestation de l'opposition, il faut dire que plusieurs organisations politiques de l'opposition, dont le MOPOD, Formula Valas, Haïtiens pour Haïti, ont manifesté une nouvelle fois à Port-au-Prince jeudi dernier en vue de réclamer la libération de leurs partisans arrêtés le 17 octobre dernier à Delma dans le cadre de la manifestation de l'opposition. Le coordonnateur du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, Jean-André Victor, dit condamner des persécutions politiques dont sont l'objet des membres de l'opposition. Il a annoncé une nouvelle manifestation pour le 26 octobre prochain dans plusieurs villes du pays en vue d'exiger des explications sur les raisons à l'origine de la non-tenue des élections telles que programmées à cette date par le président de la République. Jean-André Victor est au micro de Esaïe César et Samus David François. On vient là pour demander libérer tout prisonnier politique. Ni ça on te prend avant, ni ça on prend après, ni ça on continue à prendre toujours. Monde qui prisonnier politique, c'est monde qui est en prison pour être opinion politique. Et troisième revendication, nous venons pour protester contre toute persécution politique. Que ce soit monde qui est dans le groupe à nous, que ce soit monde qui est dans l'autre groupe, nous contre toute persécution politique. Et nous avons profité de présence nous là, nous n'avons dit, pour faire connaître que dimanche cap venir, c'est dimanche 26 octobre, côté que je t'ai convoqué le peuple là pour la voter. Et le peuple là dans la rue, que
ce soit Grand Gouave, que ce soit Tigouave, que ce soit Jacmel, que ce soit au Cap, que ce soit au Caille, que ce soit dans Nord-Est, il y a dans la rue, il y a devant KEPA, il y a connaître ça qui passé avec affaire élection. À l'initiative du Front mixte pour la libération, une série de manifestations a secoué la ville de Petit-Goâve cette semaine. Des manifestations souvent émaillées de violence. Jeudi, les manifestants ont attaqué les locaux de l'hôtel de ville de la cité Faustin-Soloc et mis le feu à une génératrice se trouvant dans la cour. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule en lançant des bonbonnes de gaz lacrymogène. Vendredi dernier, au moins 2 personnes ont été blessées par balles et 8 autres arrêtées suite à une intervention de la police nationale lors d'une nouvelle journée de manifestation à Petit-Goâve. Plus d'explications avec notre correspondant à Petit-Goâve, au Son Saint-Just. Depuis hier, ville Tigouave on dit fermée. Le matin encore, route nationale là, li encore barricadée dans le centre-ville là, pas de possibilité pour quel que soit motocyclette ou bien machine qui ont même sorti dans direction ni pour entrer dans la capitale haïtienne là, passer, li totalement impossible. Qui pour l'instant encore matin, c'est même bagaille là. La police pas capable donc arriver dans une série de rues, mais dans la direction que capable arriver, matin c'est même bagaille là, c'est gaz lacrymogène qu'a lancé en dedans Kaimoun dans toutes directions. Pour qu'ils soient capables de prendre contrôle de la situation. Nous connaissons hier, tu as gagné une manifestation, agents ils m'ont dispersé à gaz lacrymogène, côté il y a plusieurs élèves de l'école, environ 17, qui t'ont soigné, il y a même qui sont blessés, il y a même qui étaient étouffés de gaz lacrymogène. Hier soir encore, vu un mouvement très tendu, il y a un mouvement manifestation qui est fait aux environs de 8h30. Pour qu'on s'arrête aux machettes, bâtons, avec bouteilles, on été débarqué devant le commissariat principal Jules Tigouave pour totalement des policiers libérer les gens dans la communauté que les policiers assemblés, bien entendu, arrêtés injustement. Donc par la suite, il y a un homme qui est libéré et il y a un là-dedans autour qui sont petits moun, environ 12 années, qui étaient passé mauvais moment en bas coup de pied botte à Jean Hudmo et ça te mettait en pile monde la population en colère et même fait des tentatives pour te envahir le commissariat pour te capable de lyncher des policiers. Ça qui pas privé fait, policiers qui étaient présents étaient obligés de rentrer dans la base et pas de monde donc de te remater sur la cour commissariat et suite à conseil quelques notables dans la ville là, monde ça a été obligé de retourner la caillou. La police nationale d'Haïti a dressé le bilan de ses activités pour la période du 1er octobre 2014 à date. Et 14 personnes ont été arrêtées pour des accusations d'assassinat, de viol et vol à main armée, selon ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH. Pour ce même mois d'octobre, précise Gare des Rosiers, 5 présumés bandits ont perdu la vie lors d'échanges de tirs avec des agents de la police. L'inspecteur des Rosiers a par ailleurs souligné que 2 janvier 2014 à nos jours, la direction de la police nationale a enregistré 14 décès dans ses reins. Gare des Rosiers était au micro de Lutmia Marc et Yvan Saïd. Chef d'accusation, c'est tentative d'assassinat, viol, vol de moto, vol à main armée, kidnapping, association de malfaiteurs, trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu. Il y a 5 présumés bandits qui tués par balle, il y a 7 présumés volets qui lapidés par la population, il y a 3 personnes qui lynchés par la population, il y a un bandit qui tué suite à échange de tir avec la police. Il y a un autre bandit qui blessé les mêmes par balle et suite à échange de feu avec la police. Il y a 4 viols que nous avons enregistrés, dont 3 à Croix des Bouquets, 1 à Delma. Donc 3 policiers qui blessés suite à accident de circulation, il y a 2 qui blessés par balle. Alors, il est important pour que nous fassions un petit tableau justement pour la presse également population. 2 janvier à date, gagné malheureusement 10 policiers qui mourent suite à des balles bandits. À savoir, disons, un bilan de manifestation du 7 octobre là, il y a 18 personnes qui étaient arrêtés. 18 personnes qui étaient arrêtés. N'a noté, c'est sous prescription physique commissaire gouvernement. Autre point, à ce numéro de 56 minutes synthèse, la direction générale des impôts a démarré lundi dernier avec le processus de livraison de nouvelles plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Information confirmée par le principal responsable de la DGI, Morlan Muradin, qui a indiqué qu'un total de 250 000 plaques sont disponibles pour les automobiles et 376 470 pour les motocyclettes. Le 28 août dernier, la DGI avait annoncé qu'à partir du 1er octobre, de nouvelles plaques d'immatriculation entreraient en circulation
et que ce sera le retour de 2 plaques d'immatriculation par véhicule, l'une avant et l'autre à l'arrière. Reportage Tom Dumont et Jasmin Denis. Tellement chelbe, tellement bozo, tellement belle. Depuis on amis avec machine, gagne plaque ça ou même sous machine pas bien habillé avec plaque ça tout, ou a senti que machine pas correct, ou a vinn pour plaque là. Morlan Muradin vante ainsi les vertus de la nouvelle plaque d'immatriculation dont la campagne de livraison a démarré le 20 octobre dernier. Et dans le cadre de cette campagne, le directeur général des impôts dit disposer de 450 000 paires de plaques pour un parc d'automobiles et de 376 470 plaques pour motocyclettes. 450 000 paires de plaques pour véhicules. Pour motocyclettes, 376 470. Ancienne commande, c'était 60 000. 8 points de livraison sont aménagés au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour recevoir les demandes et 10 autres points au niveau des directions départementales des impôts, précise Morlan Muradin. Bureau central pour les exonérer, Croix des Bouquets, Carrefour, Delma, Pétionville, Tabar, DGC pour les premières immatriculations des véhicules. Pour retirer ces plaques, un propriétaire de véhicule doit remplir les formalités suivantes, suivant qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Faut que police d'assurance valide. Faut que carte d'enregistrement véhicule avec. Faut que vous présentez également avec matricule fiscale là. Et faut que vous produisez déclaration définitive d'impôt. Les nouvelles plaques ont été fabriquées de manière à limiter la contrefaçon. Différentes couleurs serviront à identifier les diverses catégories de véhicules. Les nouvelles plaques ont été fabriquées de manière à limiter la contrefaçon. En outre, les plaques d'immatriculation de certaines catégories de véhicules tels que transport de touristes, transport de marchandises, corps diplomatique auront leur propre couleur. Les plaques de taxi et celles des motocyclettes, la police et les services de l'État auront des couleurs différentes, a précisé Morlan Muradin au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Nous avons 5 couleurs. Par exemple, nous avons couleur bleu pâle. Privé, engin lourd, démonstration, garage, location des véhicules et motos. Nous avons en couleur rouge, primaire, transport public et marchandises, véhicules et motos. Vert gazon, CD, CC, IT, OI et TT. TT, transport touristique. Bleu électrique, SE, PNH, OF, véhicules et motos, etc. Comme nous avons constaté, ça, c'est service de l'État. Ça, c'est privé. En bleu pâle. Ça, c'est immatriculation temporaire. Économie à présent, la 4e rencontre bilatérale de haut niveau autour des investissements privés et du renforcement des zones frontalières s'est tenue jeudi à Pétionville. Le Premier ministre Laurent Lamotte et le ministre dominicain des Affaires étrangères ont coprésidé cette rencontre qui a abouti à une déclaration conjointe entre les deux parties. Le chef du gouvernement a évoqué la nécessité de résoudre les problèmes qui constituent un obstacle au commerce haïtiano-dominicain. Laurent Lamotte au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Nous avons recevoir la 4e édition dialogue de haut niveau binational là, entre la République dominicaine et Haïti. Nous avons plusieurs invités de marque qui là, nous avons l'Union européenne qui là, nous avons le gouvernement vénézuélien qui là, nous avons l'OEA qui là, nous avons un ensemble d'éléments que nous allons discuter. Nous avons un bilan que nous allons faire de avancée de accords qui étaient signés, il y a une douzaine d'accords qui étaient signés entre différents ministères, ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, ministère de la Santé
Et nous allons regarder si on a accord avec le ministère de l'Éducation nationale pour des échanges avec la République dominicaine. Nous allons discuter tout de programme PIDI, de côté programme ça y est, combien de monde qui est enregistré, combien de monde qui peut enregistrer dans le programme. Nous connaissons que y a un pile problème. Et par exemple, travailleurs haïtiens, nous allons discuter de ça. Et pour transport là, entre deux pays. Donc tout vraiment, objectif dialogue, ça c'est pour tout irritant. Tout irritant historique qui te connaît pas problème, mettez-le sous table là, discutez et pour que la délégation haïtienne défende l'intérêt Haïti. Parce que nous jugeons que le statu quo n'est pas jamais bénéfice. Parce que tu as une asymétrie dans l'échange qui bénéficie de la République dominicaine. Donc nous-mêmes, ça n'a fait, c'est rentrer dans des accords formels pour essayer de combler l'asymétrie, pour essayer de combler la carence que nous gagnons et en termes d'échanges commerciaux avec la République dominicaine. Ensuite, l'autre point qui est essentiel, c'est que c'est réciprocité dans l'échange. Pour sa part, le ministre dominicain des Affaires étrangères a présenté une liste de projets d'investissement entre entrepreneurs haïtiens et dominicains. Andrés Navarro croit nécessaire de renforcer le contrôle au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine en vue de combattre de manière efficace le phénomène de la contrebande, lequel contrôle doit être placé sous la responsabilité des agents douaniers. Autre point à présent, le coordonnateur du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, Jean-Baptiste Azelin, déclare ne rien attendre de la série de rencontres binationales pour le responsable du GAR. Les négociations ne prennent pas en compte les problèmes de base liés au racisme et à la migration. Jean-Baptiste Azelin. Suivi au mécanisme d'application, et c'est là que le bas blesse au niveau des organisations hémisphériques, au niveau des cours-lantons. Il y a des sentences qui sont tombées, même si on sans appel, mais pour appliquer ces sentences, pour appliquer les décisions, ça pose un problème. Même penser au niveau de la société civile dominicaine, au niveau de la société civile haïtienne, eh bien, il y a des actions qui doivent continuer à mener, il y a des actions de plaidoyer qui doivent continuer faites auprès des autorités dominicaines pour les des sentences comme ça, eh bien, application faite sur le terrain. C'est pas facile parce qu'on est capable de l'État qui décide de faire mesures sur une série de bagailles. D'ailleurs, là, pour le procès Guayoubine jusqu'à présent, effectivement, pour qu'on dédommage alors qu'il y a été dédommagé déjà. Mais bon, il y a toute une procédure, il y a une série de procédures, il y a fait dilatoire. Donc, tout ça est capable de passer, qui fait un temps qui passe pour nous joindre et dédommagement. Mais le fait est que, puisque la Cour interaméricaine prononce sous sentence là et sous loi Medina, eh bien, en quelconque applicabilité, application de loi ça et ils sont tombés immédiatement sous le coup de la sentence de la nouvelle sentence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme et victime qui a toujours fait recours auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme en faisant référence à cette sentence. Le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé officiellement le bureau d'information sur le crédit. Le mardi 21 octobre 2014 à Pétionville, la cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine pour le développement, des secteurs financiers publics et privés d'Haïti, entre autres. Le Premier ministre a présenté le lancement de cette nouvelle structure, à savoir le bureau d'information sur le crédit, comme un nouveau pas dans la poursuite des objectifs du gouvernement visant à encourager l'investissement étranger dans le pays. Les propos de Laurent Salvador Lamotte recueillis par Michel Alexis et Wendy Henry. Notre volonté est d'améliorer l'épargne nationale afin d'assurer le financement du développement économique. Les producteurs, petits et moyens entrepreneurs font face à des contraintes d'accès au crédit. De même, malgré la stabilité macroéconomique, les institutions financières sont confrontées à un ensemble de contraintes structurelles qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle de financer d'activités économiques productives. L'asymétrie d'information, la non-disponibilité d'informations sur les bons ou les mauvais payeurs rend le crédit difficile et parfois inaccessible. La pénurie de crédit pèse lourdement sur les micro
sur les petites et sur les moyennes entreprises qui sont les principaux moteurs de croissance économique et de création d'emplois. À cet effet, en début d'année, j'ai créé une commission de travail, BRH, Association professionnelle des banques, dans le but d'identifier et de minimiser les frais structurels qui altèrent la distribution du crédit. Le Bureau d'information sur le crédit est un outil moderne au profit du secteur financier. Selon le gouvernement de la Banque de la République d'Haïti, Charles Castel, ce bureau devra collecter et partager des informations fiables sur l'endettement et le sérieux des débiteurs pour la minimisation des risques de crédit. Le BIC est établi en vue du renforcement du cadre de facilitation du crédit et de l'investissement privé, a expliqué le gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel. On l'écoute. Le Bureau d'information sur le crédit est justement établi en vue du renforcement de ce cadre de facilitation du crédit et de l'investissement privé. Son rôle est de collecter et de partager des informations fiables sur l'endettement, la solidité et le sérieux des débiteurs pour la minimisation des risques de crédit. Il en résultera la réduction des incertitudes sur les demandeurs de crédit, favorisant non seulement la progression des volumes de crédit octroyés, mais aussi des termes et conditions plus propices à la profitabilité des emprunteurs, producteurs et entrepreneurs. Les cavaliers immédiats du BIC dans cet objectif de promotion du crédit sont le fonds de garantie partielle du crédit, surtout pour les tout nouveaux débiteurs sans histoire de crédit, les mécanismes de sûreté comme le gage sans dépossession et le leasing. Pour sa part, le chef des opérations de la Banque interaméricaine de développement, Gilles Damet, a dit accueillir avec plaisir ce projet piloté par la Banque de la République d'Haïti, tout en saluant le lancement du BIC. Gilles Damet dit d'espérer qu'avec ce bureau d'information sur le crédit, le déficit de l'information dans le système financier haïtien ainsi que le coût de l'accès à ces informations va être réduit. La BID, promet-il, a déjà apporté une enveloppe d'1 million de dollars américains à ce projet et qui va continuer à coordonner ses efforts avec la BRH pour faire avancer le projet. Gilles Damet, Tomiko de Michel Alexis et Rwandiari. Un BIC favorisera l'établissement d'associations stratégiques entre des entreprises locales et des entreprises étrangères en réduisant le risque d'une telle association pour l'entreprise étrangère. En ce sens, le Bureau d'information sur le crédit favorisera l'établissement de clusters tirés par des entreprises étrangères en aidant sur la base de l'information de crédit à une sélection optimale des fournisseurs de biens et services locaux appelés à participer à un tel montage. Un BIC contribuera aussi à ce que les bénéfices générés par les entreprises étrangères soient réinvestis dans le pays même à travers le système financier national. Après le lancement du guichet unique des entreprises, le GUE il y a quelques jours, le lancement du BIC constitue un nouveau pas décisif franchi vers l'amélioration du climat des affaires et du contexte pour faire des affaires en Haïti. Et nous nous en réjouissons. Nous comptons sur vous tous pour que ces efforts conjoints soient poursuivis et nous réitérons le plein appui de la BID en ce sens, que ce soit dans le cadre de notre allocation annuelle en don à la République d'Haïti, à travers le financement des investissements que vous souhaitez privilégier, ou encore de l'assistance technique. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé vendredi 2 protocoles d'accord avec le Fonds de développement industriel et l'unité de construction de logements et de bâtiments, l'UCLPP. Ce document porte sur la construction de 42 microparcs industriels à travers le pays et également sur le financement des petites et moyennes entreprises. Selon le ministre du Commerce, Wilson Lalo, ce projet cherche à fortifier l'économie haïtienne en fournissant des supports intégrés au développement des PME considérées dans tout pays comme moteur de la croissance et de la création d'emplois. Wilson Lalo était au micro de Michel Depayen et Max Joseph. 96% d'entreprises essentielles, c'est d'entreprises familiales ou individuelles. Et que nous avons très peu de l'argent qui a mobilisé crédit, qui a mobilisé fonds normal pour financer l'activité. Pour l'entreprise, il y a quelques grosses entreprises, surtout dans la zone Port-au-Prince ou dans la grande ville de Port-au-Cap, qui par en pile, qui ont même qu'à lever crédit dans le système financier, et crédit ça compte de l'ordre de
comment dire, ils payent entre 4 à 8-10% d'intérêt. Et puis il y a une batterie de 10 entreprises, des micro-entreprises qui ont même à prendre des crédits dans système microfinançant et qui des fois ils payent jusqu'à 70% d'intérêt sur ça comme crédit. Et puis vous gagnez une catégorie intermédiaire qui ont même besoin de prêter entre 50 000 $ jusqu'à $1 million dans le système, ils n'ont pas joué comme ça. Généralement, c'est PME ça, qui ont servi de locomotive, qui permettent de régler les problèmes de pauvreté dans le pays, parce que tout le monde a un talent, tout le monde a des biens, mais on ne peut pas valoriser bien ça parce qu'ils sont informels, parce qu'ils n'ont pas bien répertorié, donc ils n'ont pas en confiance avec eux, et puis ils n'ont pas bien connecté avec le marché, ils n'ont pas garanti rentabilité pour gérer sur la longue durée, donc ils n'ont pas en confiance avec eux, donc ça fait perdre l'opportunité. Donc ça fait que le ministère met un ensemble de outils sous pied, donc micro-industriel, il va bien pour vocation d'aider les gens à formaliser les business, aider aux gain accès à des marchés. Par exemple, l'État fait des gros marchés, c'est l'État qui peut dépenser dans le pays. Parlons maintenant du rationnement du courant électrique au niveau de la capitale haïtienne. Des riverains de plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince dénoncent bien sûr le rationnement drastique du courant électrique, de plus en plus insupportable. Ces abonnés de l'électricité d'Haïti appellent les autorités concernées à adopter les mesures adéquates en vue de régulariser la situation. Suivez ce reportage de Michel Alexis et Fézé Mathieu. À Tabar, Delma, Nazon-la-Lu, Carrefour ou encore Carrefour-Feuille, des riverains avouent que c'est au compte-gouttes que leurs maisons sont alimentées en électricité. Hier soir, il y a un courant. Il n'était pas dans minuit depuis le courant. À nos jours, nous va gagner. Face à ce problème qui dure déjà plusieurs jours, ils improvisent des solutions pour réussir à s'adonner normalement à leurs activités habituelles. Il y a une maman qui a un petit qui a volé l'école, qui n'a pas jeune courant pour passer uniforme. L'obligé à lever à 4h du matin, la presque ville, pour la jambon l'autre quartier, pour la chercher coup de courant et pour passer à Simon. Ça va faisable. Cette rareté de l'électricité constatée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince suscite le mécontentement. Les abonnés de l'électricité d'Haïti appellent les responsables de la compagnie publique à adopter des mesures rapides de redressement. Mais pour blackout, pour bailler courant pour nous carguer courant, pour nous si son pas à faire charbon. Il recommande aux autorités concernées de doter l'EDH des moyens nécessaires pour lui permettre d'améliorer sa distribution. Bon, on a demandé pour le président Maté de monter dans la zone nord, pour voir j'ai gardé nous parce que on a gardé toute zone bien belle, celle ici qui va en La Direction générale de l'électricité d'Haïti impute cette pénurie à l'exécution des travaux de réhabilitation au niveau de plusieurs centrales de production, dont Péligre, dans le centre du pays. Dossier éducation à ce 56 minutes synthèse. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle informe que son projet de réforme du système éducatif haïtien va bon train. 6 grands points de l'agenda ont déjà été épuisés depuis l'arrivée du ministre Nesmi Maniga à la tête du ministère. Parmi ces grands axes, le recensement du parc scolaire et l'augmentation salariale du personnel enseignant. Environ 27 000 personnes travaillant dans le secteur éducatif ont reçu une augmentation salariale au cours du mois d'avril 2014, précise Nesmi Maniga. Le ministre affirme par ailleurs qu'une commission est en train de travailler pour fixer le salaire minimum des enseignants. Nesmi Maniga est au micro de Ludmilla Mac et Jasper Denis. Premier point, qui sont gros points, c'est statut particulier pour tout le monde qui travaille dans le secteur éducation. Et aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là, on a traité dossier environ 170 000 formulaires que nous avons reçus dans le mois de septembre. De gens qui ont rempli les formulaires et que le directeur de l'école a envoyé nous comme gens qui travaillent en salle de classe. À partir de semaine, nous allons commencer une discussion avec le secteur privé éducation, donc directeur de l'école privée, association de l'école privée, tout, pour que même gens dans l'État, nous gagnions un salaire minimum de base pour enseignants, 27 000 enseignants qui sont dans le secteur public là. Nous avons pensé tout pour que graduellement, même s'il n'est pas au même niveau, même si aujourd'hui la plus bas, parce que enseignants qui dans le secteur public là, touchent plus aujourd'hui en moyenne que enseignants qui dans le secteur privé. Mais nous allons commencer un dialogue, ce n'est pas rien nous allons imposer, dans tête collée avec directeur de l'école, association directeur de l'école qui est privé en tout, pour que nous soyons capables d'arriver à un
salaire minimum tout pour enseignants qui travaillent dans le secteur privé. La plateforme haïtienne des organisations éducatives menace d'entrer en grève en janvier 2015 lors de la réouverture scolaire au cas où le ministère de l'Éducation nationale ne parvient pas à satisfaire leurs revendications. Le porte-parole de la dite plateforme, le professeur José Mérélien, pose un ultimatum expirant en décembre 2014 aux responsables du ministère pour satisfaire aux exigences des enseignants. Entre autres revendications de la plateforme éducative, citons le paiement des arriérés de salaire, régulariser la situation des contractuels, régler la question des assurances. Les précisions du professeur José Mérélien. La plateforme haïtienne des organisations éducatives a annoncé, public général, professeurs, parents, élèves, gouvernement en particulier, que le gouvernement a gagné 2 mois et demi presque, mois d'octobre, fin octobre, mois novembre, décembre, pour porter des solutions qui essayent à tendre dans tout le pays, en solution à des problèmes qui posaient, qui étaient de solutionner déjà pour solutionner. D'un coup, problème à et salaire, l'État n'a pas payé 1000 seulement, il y a 6000 environ qui, pourquoi, qui a touché, puisque pour qu'on gagne, il y a un calendrier de paiement qui est élaboré et qui est d'ailleurs. Deuxième bagaille, nous avons des enseignants qualifiés qui travaillent depuis combien de temps, qui par exemple recevoir la lettre de nomination. Nous demandons que si le gouvernement n'a pas souhaité que les gros levés campés à partir de janvier, le secteur de l'éducation, que rapidement, tout professeur qualifié, il rejoint la lettre de nomination correctement. Et troisième problème très sérieux gagné, c'est le problème assurance. Nous connaissons chaque mois, l'État prend un mascob sous enseignants, sous tout employé de l'État, mais depuis quelques temps, il n'y a aucun service qui baille dans le cas d'assurance là. Question manger dans l'école, PNCS, qui t'a dû permettre que l'État assure qu'ils sont mangés dans l'école, mais son boîte de jour en jour qui vient plus corrompu. Juste le temps d'observer une pause à 56 minutes synthèse, on vous revient tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito.
suspend inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà. Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'auto gagné. Et puis en plus il y a bon jambon pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon jambon, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambon pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisi pour faire manger. C'est les celles qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs, le comité sélectif des membres de l'Académie du créole haïtien a publié mardi les noms des 33 membres sur un total de 55 devant composer l'Académie du créole haïtien. Cet effectif est composé d'Haïtiens d'ici et de diaspora. De cette liste de 33 personnalités retenues par le comité chargé de sélectionner les membres de l'Académie du créole haïtien figurent entre autres les noms de Max Beauvoir de la Fédération nationale vaudouisant, Pierre-André Pierre de la Commission épiscopale pour la traduction de la Bible et Fritz Deshommes de l'Université d'État d'Haïti. Suivez tour à tour les précisions d'Emily Prophète et de Sonny Estéus, respectivement membres du comité sélectif, des membres de l'Académie du créole haïtien. Pierre-André Pierre, Monseigneur Pierre-André Pierre, c'est professeur, c'est commission épiscopale pour traduction Bible qui était recommandé. Christian Emmanuel Plancher, père dans l'église catholique, qui est recommandé par journal Bonne Nouvelle. Marie-Marcel Buteau-Racine, qui est professeur, et c'est Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, que tout le monde connaît sous nom CRESFED, qui est recommandé. Il y a M. Clotaire Saint-Natus, qui est sociologue, éducateur, qui est recommandé par Fondation Maurice Sixto. Et puis, il y a Joachim Gérard Marie Tardieu, éducateur, c'est Copie Vite l'Action Sociale, maison d'édition, qui t'est recommandé, et M. Tardieu, Marie-Jocelyne Trouillot-Lévy, professeur, tambour littéraire, à Université Caraïbe, t'est recommandé Madame Trouillot-Lévy, et puis il y a Fekir Vilsain, qui c'est biologiste, éducateur, c'est Éducavision, qui t'est recommandé M. Vilsain. Marqué, il y a des gens qui sortent dans le secteur public là, qui représentent, il y a des gens qui sortent dans la société civile là, qui représentent, et il y a un pile effort qui est fait pour nous joindre un pile femme, mais malheureusement, pas de un pile femme qui est appliqué, mais nous croyons que c'est un effort qui va continuer fait parce que l'Académie doit arriver à 55 membres. Et puis, nous avons fait un effort pour province représenter à travers la direction départementale, ministère de l'Éducation nationale, mais l'effort ça va continuer toujours. Les 33 académiciens disent souhaiter que ce soit le chef de l'État, Michel Martelly, qui les installe. Compte tenu, disent-ils, de l'importance de cette nouvelle structure étatique, avec une enveloppe de 15 millions de gourdes consacrée à cette entité académique dans le budget de l'exercice fiscal 2014-2015, les nouveaux académiciens croient que l'institution dispose de moyens capables d'assurer son fonctionnement. Autre point 23, décision a été adoptée lundi dernier par les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'alternative bolivarienne pour les Amériques, en vue de contrer l'éventuelle apparition du virus Ebola dans la région Caraïbe-Amérique latine. Ces dirigeants étaient rassemblés à La Havane, Cuba, pour un sommet extraordinaire sur l'épidémie d'Ebola, sommet auquel a participé une délégation haïtienne dirigée par le président Michel Martelly et composée du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, de la ministre de la Santé publique, du ministre de l'Intérieur et de la Première Dame Sophia Martelly. Michel-Joseph Martelly s'est dit satisfait de constater qu'Haïti était sur la même longueur d'onde que les autres pays de la région en matière de plan de prévention et de riposte contre toute éventuelle apparition de l'épidémie. Michel-Joseph Martelly au micro de Esaü César et Wendy Harris. L'idée, c'était pour les deux pays, pour nous chita, pour nous créer des formules de une formule pour nous protéger la population de Ebola. Qui c'est qu'Ebola? Ebola, c'est une maladie qui existait depuis des décennies, mais qui depuis tantôt, quelques mois là, a commencé à faire ravage, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Par contre, si on arrive dans les 4 000, 5 000 morts déjà, mais là, fait ravage. Et puis, gros problème maladie à présenter, c'est que pour qu'on ait un vaccin pour lui,
il y a des vaccins qui ont essayé, mais pour un traitement pour la maladie. Donc, il était important pour que nous ayons fait déplacement ça. Il faut me dire que Haïti se sent très fier parce que le nous arrivé l'autre bord nous permet nous dire, parce que c'est vrai que nous avons plein non déjà. Nous avons plein déjà. Nous avons plan, nous avons budget. Et demain, pas plus tard que demain, nous avons Conseil des ministres sous question, côté que nous allons réunir pour nous dégager, pour nous identifier des fonds pour nous réagir. Mais l'idée, c'était que nous sommes réunis pour nous partager tout le protocole que tout le monde gagne pour nous faire face éventuellement à Ebola dans la région. Mais d'après représentante OPS, qui c'est Organisation Panaméricaine de la Santé, li invraisemblable, qui veut dire li pas fin trop sur maladie ça attaque river dans pays nous. La ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, qui a pris part lundi au sommet de la Havane sur l'épidémie d'Ebola, a annoncé le renforcement des capacités de la cellule spéciale constituée de plusieurs instances étatiques et d'organismes non gouvernementaux mis en place dans le cadre du plan de riposte pré- et post-épidémique. Les précisions de Florence Duperval-Guillaume au micro de Esaü César et Wendy Henry. Plan que nous élaborons nous-mêmes en Haïti, pas en discordance, ça veut dire pas gain bagay qui dans résolution que nous pas mettre dans plan pan. Donc ça veut dire son premier atout que nous gagnons que plan vraiment répond à résolution que tout le monde te prend. Si nous songeons dans le plan, nous te parlé de coordination intersectorielle, ça veut dire coordination entre secteurs dans le gouvernement, et nous te parlé tout de coordination avec l'autre élément qui pas dans le gouvernement. Nous avons commencé par faire coordination dans le gouvernement, nous avons créé un comité, et c'est exactement ça que nous mettons dans la résolution. Premier point, c'est pour faire tout coordination. Coordination, ça, c'est pas coordination à l'intérieur seulement, c'est pour faire coordination entre tout élément région. C'est ça qui permet que le président parlait de 5 novembre, nous allons mettre tout plan ensemble pour un plan de la région. Mais nous-mêmes, nous avons un plan pendant déjà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui était dans le plan pendant, si nous songez, c'était l'élément surveillance épidémiologique. Ça veut dire, là, dit surveillance épidémiologique, nous avons des équipes qui formées d'épidémiologistes et même des gens qui ne sont pas épidémiologistes, qui pour, au niveau des frontières, au niveau des ports, au niveau des aéroports, pour nous bailler un entraînement qui peut permettre que à travers des questions que vous avez posées, à travers même feuilleté que vous feuilleté passeport au monde, que vous êtes capable de si mon n'a pas 21 jours que l'été aller dans un pays qui affecté ça. Parlons culture à ce numéro de 56 minutes synthèse. La 8e édition de la foire artisanat en fête s'est déroulée ce week-end, ce samedi et dimanche, au parc historique de la canne à sucre à Tabar, à l'initiative conjointe de l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien et le quotidien Le Nouvelliste. Selon les organisateurs, ce rendez-vous annuel vise la redynamisation des organisations des artisans professionnels, l'innovation de leurs œuvres et l'accroissement de leurs revenus. Suivez tour à tour les précisions de l'initiatrice de la foire, Martine Blanchard, et le propriétaire du Nouvelliste, Max Chauvette, au micro de Michel Depayen. C'était lors de la cérémonie du lancement de cette 8e édition. Aujourd'hui, après 8 ans, nous continuons à découvrir un pile artisan, mais en même temps, artisan en fait permet artisans les ovinants foire là, tendre critique et améliorer façon que qu'on a produit et de nos jours depuis que nous commençons à dire que artisans ont fait un pile effort et aujourd'hui encore nous avons pile bailleurs internationaux qui ont fait déplacement, qui ont un événement artisanal en fait, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans les Caraïbes, qui a fait déplacement pour venir rencontrer et artisans pour bailler business, pour bailler et opportunité pour entrer l'argent, pour être capable d'occuper la famille, pour être capable de faire business au vin plus gros. Souhait et rêve, c'est que là, il y a parlé d'artisans en Haïti, il y a artisans comme un créateur de richesse tout d'abord, parce que son entrepreneur lié, il ne faut pas simplement comme un artiste qui a fait 2-3 petits bagailles, non. C'est vrai que c'est un créateur d'art, mais c'est aussi un créateur d'emploi. Artisanat sont filières importantes qui créent, qui baillent job dans le pays. Son
filière qui générait devises pour payer. Parce que les produits sont exportés. Donc, il faut nous prendre, il faut nous respect pour eux, et il faut nous encourager, et il faut nous encadrer pour que ils produisent davantage, que nous exportions davantage, et que le pays en général bénéficie d'impact et de travail et artisan. Dernier rappel des titres de ce 56 minutes synthèse. La 11e édition du programme Gouvernement la Caillou s'est organisée ce samedi dans la ville de Côte-de-Fer. Dans le sud-est du pays, les membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour recueillir les doléances de la population locale. Les manifestations ponctuées de scènes de violence ont secoué la ville de Petit-Goâve cette semaine. Au moins 2 personnes ont été blessées par balles et 8 arrestations effectuées. Un mouvement de protestation du Front mixte pour la libération qui vise le départ de Sandra Jules à la tête de la municipalité. Tenue ce jeudi à Pétionville, la 4e édition du dialogue binational de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine. Les relations commerciales étaient au centre des discussions auxquelles ont participé des entrepreneurs des 2 pays. Et puis, vers la construction de 42 micro-parcs industriels à travers le pays, le ministère du Commerce et de l'Industrie a signé 2 protocoles d'accord à cet effet avec le Fonds de développement industriel et l'UCLBP ce vendredi. 23 décisions pour contrer toute éventuelle apparition d'Ebola dans la région Caraïbe-Amérique latine. Elles ont été adoptées lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'ALBA sur Ebola lundi à La Havane, auquel a participé une délégation haïtienne dirigée par le président Michel Martelly. À l'étranger, une série de fusillades dans la ville d'Ottawa au Canada mercredi. Un tireur a été abattu dans le Parlement canadien et un autre blessé, un agent de sécurité, a été blessé par balle. Voilà qui met un terme à ce 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.